Dans un moment qui a stupéfié le monde, le roi Charles, submergé par les larmes, a officiellement abdiqué. Après des décennies d'attente, son règne s'est achevé non pas dans la gloire, mais dans le désespoir. Derrière les apparences, les conflits familiaux, les problèmes de santé et le lourd héritage de Diana ne lui ont laissé d'autre choix que de se résoudre à l'abandon. L'annonce du palais qui a bouleversé le monde. Dès l'annonce de la nouvelle, tout s'est arrêté. Peu après 10 heures, Buckingham Palace a publié un communiqué soigneusement rédigé de seulement 73 mots qui allaient changer la monarchie à jamais. La première phrase contenait les mots que personne n'aurait cru entendre en ce siècle. Dès Sa Majesté le roi Charles III a informé le conseil privé de son souhait d'abdiquer, avec effet immédiat. Un silence de mort s'abattit sur le pays. Les grandes chaînes de télévision interrompirent leur programme. À Londres, les cloches des églises sonnèrent dans la confusion, non dans la joie. British Airways aurait retardé un vol en plein embarquement pour l'annoncer aux passagers par haut-parleur. La BBC a revêtu des costumes noirs. Ce n'était pas une simple information de dernière minute. C'était l'histoire qui se déroulait sous nos yeux. Il s'agissait de la première abdication volontaire d'un monarque britannique depuis le roi Édouard VIII en 1936. Mais cette affaire n'avait rien à voir avec un amour scandaleux ou l'exil. Il s'agissait d'épuisement, de lâcher prise. Contrairement aux adieux impulsifs d'Edward, le départ de Charles avait été discrètement préparé à huis clos depuis des semaines. Selon des sources internes, la décision finale a été prise à l'issue d'une réunion d'urgence à huis clos du Conseil royal à Sandringham, au cours de laquelle le roi a clairement exprimé ses intentions. Il n'avait plus la force ni le courage de continuer. Le communiqué publié par le palais qualifie l'abdication de volontaire, mais émotionnellement complexe. Et c'était bien le cas. Le moment choisi a suscité des interrogations. Il n'y a eu aucune préparation, aucune annonce officielle de la part des conseillers publics ou de la presse. 1 heure seulement avant la déclaration, le site web du palais affichait encore un compte à rebours en direct jusqu'au prochain engagement de Charles. Quelques minutes plus tard, la page avait disparu, mais les indices étaient là depuis des mois. Charles avait annulé plusieurs apparitions publiques en début d'année, invoquant des examens médicaux de routine. Des rumeurs de tensions croissantes entre Charles et les membres les plus importants de la famille royale, notamment William et la princesse Anne, circulaient dans les cercles proches du prince. Son épouse, Camilla, avait disparu de plusieurs événements importants, alimentant les spéculations sur des tensions en coulisses. Tout s'éclairait. L'abdication n'avait pas été soudaine. Ce fut un lent délitement que le palais tenta de contenir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Au sein de la famille royale, la phrase qui circule est simple mais frappante. Il s'inclina avant de s'effondrer. Les dirigeants étrangers réagirent avec retenue. La Maison-Blanche a publié un communiqué exprimant son respect pour un règne au service de la nation. Les familles royales européennes ont qualifié ce moment de chapitre se terminant dans la dignité, mais au Royaume-Uni, le sentiment était plus vif. Pour beaucoup, cette nouvelle a apporté un apaisement. Pour d'autres, de la confusion. Quelques-uns ont pleuré. Nombreux furent ceux qui soupirèrent. Oh, Tibet. Et à travers le pays, une question résonnait plus fort que toutes les autres. Qu'est-ce qui l'a finalement brisé? La réponse, chagrin d'amour, maladie, héritage, ne tarda pas à être révélé. Mais même lors de son abdication, le roi Charles ne fit aucun discours télévisé. Seule une note dactylographiée, signé Charles R. Pert, disait « Pour le bien de ma famille et de la patrie que j'aime, je me retire. Avec gratitude, avec réflexion, avec paix. » Mais selon des sources proches du dossier, ses émotions étaient bien moins maîtrisées en privé, car tandis que le monde encaissait le choc, Charles s'effondrait, en silence, en privé. Et sous les yeux de tous, la couronne qu'il avait attendue toute sa vie, les luttes intérieures
qui l'avait conduit à cette décision. Derrière les rideaux bordés d'or et les salles dorées de la monarchie se cachait un homme s'effondrant sous un poids invisible. Des sources proches du palais affirment que l'abdication du roi Charles n'était pas une décision, mais une capitulation face au temps, à la douleur et à une vérité qu'il ne pouvait fuir. Les initiés le décrivaient comme un monarque qui ne s'est jamais vraiment installé sur le trône. Dès le premier jour, il a vécu dans l'ombre de deux femmes, sa mère, la reine Elizabeth II, et sa première épouse, la princesse Diana, l'une, symbole mondial de résilience, l'autre, écho permanent de la perte et d'un héritage inachevé. Désormais, ces deux héritages le fixaient du regard, synonymes d'échec. Des problèmes de santé étaient réapparus discrètement. Des sources proches du prince Charles ont révélé qu'il souffrait de fatigue récurrente, d'oppression thoracique et de fortes sautes d'humeur. Les médecins royaux lui ont conseillé de réduire ses engagements. Mais Charles, réputé pour son entêtement, a insisté pour continuer, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Mais ce n'était pas seulement la maladie. Ce fut un véritable crève-cœur. Les attaques publiques incessantes du prince Harry, ses mémoires, ses interviews et ses critiques acerbes à l'égard de la monarchie ont profondément blessé Charles. Selon certaines sources, il a été particulièrement affecté par l'insinuation de Harry selon laquelle il aurait été un père absent. Un conseiller a confié que Charles lisait de vieilles lettres de Harry tard dans la nuit, puis s'asseyait seul dans la chapelle du palais. Quant à Camilla, malgré sa loyauté indéfectible, sa popularité a chuté après une série de faux pas et face aux appels croissants à son retrait des fonctions protocolaires. Charles se sentait apparemment personnellement responsable de l'avoir entraîné dans cette tourmente. Un ami de la famille a révélé qu'il avait l'impression d'être tiraillé de toutes parts et de ne pouvoir satisfaire à aucun désir. Mais le déclic s'est peut-être produit lorsqu'il a réalisé que William et Catherine étaient devenus, discrètement, le visage de la monarchie. Leur popularité, leur sang-froid et leur capacité à communiquer avec le public ont involontairement, mais indéniablement, jeté une ombre sur le règne de Charles. Il savait que la situation avait changé. En privé, il confia à un proche collaborateur: « J'ai attendu toute ma vie pour devenir roi, et maintenant que je le suis, je me sens plus invisible que jamais. » Ah! C'était un chagrin qu'aucune couronne ne pouvait dissimuler. Un homme élevé pour être roi, formé pour cela, façonné par le pouvoir, désormais hanté par la possibilité qu'il n'ait jamais été destiné qu'à un rôle de transition et non à un règne. Ainsi, après des décennies d'attente et à peine 2 ans de règne, Charles accepte cette idée, non par faiblesse, mais parce qu'il avait enfin compris la vérité. La monarchie ne survivrait pas si elle restait figée dans le passé. Et ce passé, son passé à lui, n'était plus le bienvenu sur le trône. La confrontation de Guillaume a tout changé. Cette conversation, préparée depuis des années, a pourtant marqué un tournant dans l'histoire royale en quelques minutes seulement. À Clarence House, les portes étaient closes. Ni assistants, ni preneurs de notes, seulement un père et son fils aîné, le roi Charles et le prince William, assis dans le salon bleu, la même où Charles avait jadis évoqué sa vision d'une monarchie moderne. Or, ses plans étaient en train de s'effondrer et William n'était pas là pour des discussions cordiales. Selon certaines sources, l'atmosphère était tendue dès le départ. William, d'ordinaire mesuré et diplomate, avait atteint son point de rupture. Il commença par une simple phrase. « Le public a déjà choisi. Papa, on ne lui a simplement pas encore demandé son avis. » Ah! Charles aurait soupiré, s'est frotté les tempes et a demandé si cela avait un rapport avec les sondages. Mais William a secoué la tête. Il ne s'agit pas de chiffres. Ah! Il s'agit de confiance, de ce que les gens voient et de ce qu'ils ne croient plus. La conversation s'est alourdie. William a évoqué le profond fossé entre la monarchie et le peuple, citant les apparitions tendues de son père, le soutien déclinant à Camilla et la pression croissante des pays du Commonwealth
qui remettent en question la direction prise par la couronne. Mais le moment le plus poignant fut celui où le nom de Diana fut prononcé. William aurait déclaré « Maman nous avait prévenus. Elle savait que la couronne pouvait servir à masquer la douleur au lieu de la guérir. » Ah, voilà où nous en sommes. Pour Charles, c'en était trop. Il se serait levé, visiblement ébranlé, et aurait murmuré « Peut-être que cette couronne n'a jamais vraiment été la mienne. » Ah! Cette phrase allait devenir, en coulisses, une citation marquante, l'élément déclencheur émotionnel qui annonça le début de la fin. Selon des sources proches du dossier, William s'est adouci à ce moment-là. Il n'était pas là pour humilier son père, mais pour faire comprendre que la monarchie ne pouvait survivre à une nouvelle décennie de confusion, de scandales et de lassitude. Il dit à Charles sans ambages: « Je suis prêt, mais le peuple ne l'acceptera pas si vous ne vous retirez pas. » Charles se cite. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse, à peine audible, mais empreinte de gravité. « J'ai toujours cru que j'aurais plus de temps. La confrontation ne s'est pas terminée par une dispute. Cela se termina par une démission. Ce soir-là, Charles aurait écrit 2 lettres, l'une au Premier ministre, l'autre au conseil privé, les informant de son intention d'abdiquer. Il adressa également un billet privé à William qui disait simplement « Guide bien, fais en sorte que cela ait du sens. » Ah! Et c'est ainsi que commença la passation de pouvoir, non pas avec cérémonie, mais par un fils accomplissant ce qu'un père ne pouvait plus. La résistance et l'isolement de Camilla. Si le roi Charles avait accepté sa décision, la reine Camilla, elle, ne l'avait pas fait. Dès qu'elle fut informée du projet d'abdication, Camilla entra dans une colère noire. Selon des sources proches du palais, elle était furieuse, prise au dépourvu et convaincue qu'il s'agissait d'une manœuvre concertée de William et Catherine. Elle aurait accusé plusieurs conseillers de trahison et exigé que Charles publie une déclaration réaffirmant son rôle au sein de la famille royale, même après son départ. Mais la réponse fut négative. À ce stade, l'influence de Camilla avait déjà été fortement réduite. Elle avait été exclue des réunions d'information importantes. Ses apparitions publiques se faisaient plus rares. Et son nom était désormais absent de la première version du plan de régence de William. Elle était mise à l'écart, et elle le savait. Un proche collaborateur affirme que Camilla a crié « Ils ont tout manigancé dans mon dos, et tu les as laissés faire! » Charles, épuisé et bouleversé, n'a pas riposté. Au contraire, il lui a dit doucement « C'est fini, Millie, c'est terminé. » Ah! C'est à ce moment précis que tout a basculé. Selon les témoins, Camilla a quitté la pièce en trombe, en larmes, claquant la porte derrière elle. Elle s'est enfermée des heures durant dans ses appartements privés à Buckingham. Plus tard dans la soirée, elle refusa d'apparaître au balcon de la Queen's Gallery, alors même que Charles s'apprêtait à prononcer ce qui allait être son dernier discours d'adieu. Le coup de grâce? Le conseiller juridique de la famille royale l'informa qu'elle ne conserverait aucun pouvoir cérémoniel ni rôle de patronage après la démission de Charles. Elle pourrait garder son titre à titre privé, mais toutes les futures obligations royales seraient transférées à Catherine. Camilla a refusé de signer les documents. Le lendemain matin, son personnel a été informé de sa réaffectation. Son équipe de sécurité a été réduite. Son nom fut discrètement retiré du registre de la cour. Elle avait été reine. Elle ne l'était plus. On lui proposa de résider à Wood Farm, la ferme de Sandringham, loin des regards. Mais elle aurait répondu « Je ne serai pas exilée tant que cette fille portera ma couronne. » Pourtant, personne n'empêcha la transition. Personne ne l'a retardée. Camilla s'était retrouvée isolée, seule dans un palais qui n'avait plus besoin d'elle et qui ne l'écoutait plus. Et tandis qu'elle disparaissait de la vue du public, Catherine s'avança, calme, silencieuse, imperturbable. L'ère Camilla était révolue. Le chapitre suivant, façonné par le souvenir de Diana et la détermination tranquille de William, était sur le point de commencer. Les adieux définitifs.
Le discours poignant de Charles. Le Salon Bleu de Buckingham Palace avait été le théâtre d'innombrables réceptions royales, mais jamais d'un événement pareil. Cette fois, ni cameras, ni presse, ni conseillers du palais pour orchestrer l'ambiance. Le roi Charles, seul, se tenait devant le personnel qu'il avait fidèlement servi pendant des décennies, et ce pour la première fois de sa vie. Il n'avait rien préparé. C'était une réunion silencieuse, intime, respectueuse et d'une sincérité bouleversante. Des dizaines de membres du personnel avaient été convoqués sans plus d'explications. La plupart s'attendaient à un compte-rendu sur la santé de Charles, ou peut-être à une présentation officielle du rôle de régence du prince William. Ils ont eu droit, au lieu de cela, à des adieux. Des témoins racontent que Charles se tenait près de la cheminée en marbre, tremblant légèrement en posant ses notes. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, puis dit « Je ne sais pas comment commencer, car je n'aurais jamais pensé devoir le faire. » Dès les premiers mots, sa voix se brisa. Il n'était plus roi à cet instant. Il était un homme qui laissait derrière lui la seule vie qu'il ait jamais connue. Il a parlé de sa mère, la reine Elizabeth II, et de sa détermination sans faille, de son leadership empreint de silence et de fermeté, tandis que lui, souvent guidé par ses émotions, avait flanché sous le feu des critiques. Il reconnut ne pas avoir été à la hauteur de son exemple, mais espéra ne pas avoir terni son nom. Il parla de Guillaume avec amour, fierté et une profonde émotion. Il le qualifia de véritable gardien de la monarchie moderne et affirma qu'il serait un meilleur roi que lui. Mais le moment qui a instauré un silence véritable, Lord, empreinte de larmes, fut lorsqu'il a parlé de Diana. J'avais dit un jour que je souhaitais que les gens oublient. Je me trompais. Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Elle vit encore dans le cœur de la femme que William a choisie, dans la bonté qu'elle a laissée derrière elle. Et peut-être est-ce ainsi que l'on guérit. Un de ses conseillers a déclaré plus tard, « C'était la première fois que je le voyais parler de Diana sans se mettre sur la défensive, mais avec une simple acceptation. » Il a conclu ses adieux par une phrase qui restera gravée dans l'histoire de la famille royale. J'espère que l'histoire sera plus clémente envers moi que mon règne ne l'a été envers elle-même. Ah! Sur ces mots, le roi Charles inclina la tête, non pas en monarque, mais en homme, en père, en époux, en fils. Et pour la première fois, le personnel applaudit, non par obligation, mais par émotion. Nombreux furent ceux qui pleurèrent. Alors que la pièce se vidait, Charles resta seul, contemplant le jardin du palais. Plus tard dans la nuit, il se retira à Highgrove House, choisissant de ne pas revenir auprès de Louis, et il n'a plus été vu en public depuis. Ses dernières paroles n'ont pas été diffusées en direct, mais en quelques heures, elles se sont répandues comme une traînée de poudre, car ce que les gens ont entendu dans cette pièce n'était pas seulement la fin d'un règne, c'était la libération d'une âme qui avait trop longtemps attendu de pouvoir respirer. Réaction publique. Une nation divisée. Au lever du soleil, le lendemain de l'abdication, le Royaume-Uni découvrait une monarchie à jamais transformée. Et le peuple? Il était divisé, mais pas indifférent. Certains se rassemblaient devant Buckingham Palace, brandissant des fleurs et des cartes de remerciement adressées à Charles. D'autres allumaient des bougies devant Clarence House, murmurant des prières et versant des larmes pour un homme qui, à leurs yeux, avait lutté et souffert. Mais dans tout le pays, et notamment parmi les jeunes générations et les fidèles de longue date de Diana, l'ambiance était tout autre. À Manchester, les manifestants brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire « Justice pour Diana, que William règne. » Ah, ça aurait dû être elle! Devant le Parlement, une immense banderole s'est déployée, ne portant qu'une seule phrase « L'avenir est arrivé ». Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les hashtags, hashtag Roy Charles, hashtag Heritage, hashtag Nouvelle Ère Royale et hashtag Reine Catherine sont devenus viraux à l'échelle mondiale.
Les publications ont afflué, louant l'humanité de Charles et critiquant son règne, jugé insuffisant et trop tardif. Un tweet devenu viral disait « Il a attendu toute une vie pour devenir roi, mais l'histoire n'a pas attendu. » Un autre affirmait simplement « Diana a gagné ». Moins de 24 heures plus tard, un sondage éclair YouGov révélait un soutien impressionnant de 80% à l'accession au trône de William et Catherine, cette dernière recueillant à elle seule un taux d'approbation de 94%. Même les plus fervents détracteurs de la monarchie ont reconnu que ce changement semblait justifié. À l'inverse, la popularité de Camilla a chuté dans tout le Commonwealth. Des éditoriaux ont remis en question sa présence continue dans les propriétés royales. Des pétitions ont circulé exigeant qu'elle soit déchue de tous ses titres, recueillant plus de 1 million de signatures en seulement 2 jours. Pourtant, tout le monde n'a pas applaudi. Les générations plus âgées, qui avaient suivi Charles depuis l'époque où il était prince de Galles, ont exprimé leur sympathie. Les commentateurs royaux ont décrit l'abdication comme la chute d'un homme qui n'a jamais échappé à son passé. La presse était partagée. Le Times a parlé d'une sortie honorable, tandis que le Mirror a déclaré « Un trône retardé est un trône refusé. » Et entre les deux camps se dressait une seule vérité. La monarchie avait changé, à jamais. Le roi qui avait trop tardé s'était retiré, et le peuple se tournait déjà vers l'avenir. Un avenir qui ne débutait pas par une cérémonie, mais par des comptes à rendre. Le premier acte de Guillaume et Catherine en tant que futurs rois et reines. Alors que la poussière de l'abdication retombait sur Buckingham Palace, un couple discrète œuvrait déjà à redessiner l'avenir de la monarchie. L'annonce fut rapide. Le prince William allait devenir prince régent et assumer pleinement ses fonctions royales jusqu'à son couronnement officiel. À ses côtés, Catherine, princesse de Galles, désormais reconnue publiquement comme la future reine d'Angleterre. L'événement se déroula dans la sobriété. Pas de grands discours ni de déclarations télévisées, seulement une déclaration digne et soigneusement rédigée, émanant du palais de Kensington. Nous avançons unis, humbles et, par-dessus tout, dévoués au service. Nous honorons notre passé et construisons notre avenir avec détermination. En quelques heures, la monarchie a retrouvé une autre dimension. Premier acte de William et Catherine. Une rencontre privée avec des représentants du Parlement et des envoyés du Commonwealth. Selon des sources proches du dossier, cette réunion fut visionnaire et inclusive, William affirmant clairement vouloir que son règne soit placé sous le signe de la réconciliation au sein de la famille et dans tout le pays. Catherine, quant à elle, œuvrait déjà en coulisses. Elle a rencontré les couturiers de la famille royale pour discuter de sa garde-robe de couronnement, et il a été confirmé que les nouveaux insignes royaux reflèteraient à la fois l'héritage et la modernité. Les robes de reine consort portées par Camilla ne seraient pas réutilisées. En revanche, la tenue de cérémonie de Catherine intégrerait un nouveau blason royal, fusionnant le lion d'Angleterre et la rose de la princesse Diana. Un symbole de continuité et de conclusion, mais il ne s'agissait pas que d'apparence. Selon certaines sources, Catherine a personnellement contacté son équipe, leur demandant de commencer à élaborer un projet de service qui sera lancé en même temps que le couronnement, axé sur la santé mentale des enfants et la reconstruction des familles. L'initiative, a confirmé un collaborateur, permettrait de poursuivre l'œuvre de Diana dans le monde du XXIe siècle. La réaction du public aux premières initiatives du couple fut immédiate et massive. Des foules se sont rassemblées devant le palais de Kensington, non pas pour protester, mais pour célébrer. Les enfants portaient des couronnes faites à la main. Les adultes apportaient des fleurs et des petits mots écrits à la main, adressés simplement à « notre roi » et « notre reine ».
Sur les réseaux sociaux, les messages reflétaient un nouveau discours, longtemps présent dans le cœur du public, mais désormais exprimé ouvertement au Internet. C'est ce que Diana aurait souhaité. Et pour une fois, la famille royale n'a pas combattu ce sentiment. Elle l'a embrassé. Sur leur première photo officielle après l'abdication de Charles, William et Catherine se tenaient sur les marches du château de Windsor. Il portait son costume bleu marine habituel, elle une robe crème sobre et des boucles d'oreilles en saphir, les mêmes que celles de Diana. Leurs mains étaient jointes. Leur visage était empreint de gravité, mais aussi de chaleur. La légende de la photo disait simplement « Un nouveau chapitre commence ». Mais ils étaient loin de se douter qu'une lettre écrite près de 30 ans auparavant allait leur rappeler que le passé n'était pas encore révolu. La lettre de la princesse Diana qui a hanté cette décision. Elle était précieusement conservée dans un coffret à souvenirs verrouillé, non lu, non touché, intact jusqu'à présent. Une lettre écrite par Diana durant l'été 1996, quelques semaines seulement avant que son divorce avec le prince Charles ne soit prononcé et quelques mois avant que sa vie ne soit tragiquement interrompue. Elle était simplement adressée à mes fils, et pendant des décennies, elle y était restée en possession de William, cachée du public, et surtout cachée à son père, jusqu'à la veille du jour où Charles prit la décision finale d'abdiquer. Selon certaines sources, William est arrivé à Highgrove à l'improviste, l'enveloppe à la main. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a déposé la lettre sur le bureau de son père et a simplement dit « Elle a écrit ceci pour nous, pour ce moment précis. » Ah! Puis il partit. Ce qui se passa ensuite changea tout. Charles aurait lu la lettre seul dans son bureau. Pendant plus d'une heure, le personnel n'entendit aucun bruit, aucun mouvement, juste le silence. Mais lorsqu'il apparut enfin, les yeux rouges, les mains tremblantes, il murmura une seule phrase. C'est son dernier murmure, et elle a raison. Selon des sources proches du palais, la lettre était profondément émouvante, mais aussi pragmatique. Diana y évoquait les dangers de l'ego, l'illusion du contrôle et ses craintes d'un avenir où l'amour serait remplacé par le protocole. Elle mettait en garde contre l'influence de Camilla, non pas en tant que personne, mais en tant que symbole. Si la future reine oublie les larmes de la reine précédente, le peuple n'acceptera jamais le trône. Et elle conclut sa lettre par une phrase déchirante qui résonne aujourd'hui comme une prophétie. Si vous lisez ceci, mes fils, c'est que la monarchie est au bord du précipice et que le vent doit choisir le nom qu'il portera. Ah! Cette phrase a suffi. Le lendemain matin, Charles appela son secrétaire particulier et lui demanda une version définitive de la déclaration d'abdication. Et ainsi, une lettre restée secrète pendant des décennies, écrite dans la douleur et l'espoir, mit un terme au règne le plus long de l'histoire royale. Diana ne s'était pas contentée de parler à ses fils, elle s'était adressée à la couronne, et la couronne a fini par l'écouter. La reine Camilla a été destituée de ses fonctions dans les résidences royales. Après l'abdication, Camilla a quitté Buckingham Palace discrètement. Aucune presse, aucune cérémonie, juste un document signé et une voiture silencieuse attendant dans la cour. Des sources ont confirmé son installation dans une résidence privée, loin de Clarence House, de Windsor et de la couronne. Ses proches ont décrit son départ comme tendu et amer. Elle a refusé toute consolation, déclarant « Cela n'aurait jamais dû se terminer ainsi ». Son nom a été retiré du registre du tribunal moins de 48 heures plus tard. Ses fonctions cérémonielles ont été supprimées. Son service de sécurité a été réduit. Les invitations ont été annulées. Celle qui avait jadis siégé aux côtés du roi n'avait plus, dans les faits, aucun statut royal. Derrière les murs du palais, les murmures se faisaient plus forts. Le chapitre de Camilla se refermait, non pas sur un scandale, mais sur un règlement de compte, écrit depuis longtemps. Et la monarchie n'a pas regardé en arrière. L'héritage d'un roi qui a trop attendu. Le roi Charles III laisse derrière lui un héritage qui donne l'impression d'une pause entre deux époques.
un homme qui a attendu des décennies pour accéder au trône, pour finalement le porter brièvement et le cœur lourd. Son règne fut marqué par les épreuves, la maladie et des ombres dont il ne s'est jamais défait. Mais dans son dernier acte, il a fait preuve de grâce. L'abdication n'était pas un signe de faiblesse, mais de lucidité. Certains la qualifieront de tragique, d'autres de courageuse, mais tous se souviendront de cela. Il a cédé pour que la monarchie puisse survivre. Aujourd'hui, le monde observe l'ascension de William et Catherine, non pas comme des successeurs, mais comme un renouveau. Et tandis que les paroles de Diana résonnent à travers l'histoire, le récit s'achève non pas sur le pouvoir, mais sur la paix. La couronne avance, mais le passé, enfin, repose en paix. Sa couronne était lourde, mais la vérité l'était encore plus. L'abdication de Charles marqua la fin d'une ère royale, empreinte de silence et de chagrin. Dans son dernier acte, il a choisi la dignité plutôt que le déni. Et maintenant, avec le retour de William et le souvenir de Diana comme guide, la monarchie renaît sur des bases plus solides.